Alors, comment reprendre le fil rapidement de notre environnement de marché? Pour être assez concis, quelques idées fortes. Le Languedoc-Roussillon est une région importante, est une région primordiale dans l'économie viticole française et européenne. Elle a énormément d'atouts. On est convaincu que ces atouts, ce potentiel sont importants. Il faut sans doute un petit peu mieux les cibler et essayer de les adapter au mieux aux attentes de marché qui sont nombreuses et très variées sur notre environnement mondial. D'abord, les enjeux de l'évolution de la consommation mondiale, et notamment l'évolution de la consommation dans les pays émergents en termes de consommation, qu'ils soient sur le continent américain ou en Asie. Comment y répondre, comment s'y adapter et quelles sont les perspectives. Vous savez aussi bien que moi, sans nul doute, que les principaux pays consommateurs, que sont la France, l'Italie, l'Espagne, connaissent d'importantes baisses de consommation. On sait aujourd'hui que les États-Unis, le marché américain, est devenu le premier pays consommateur de vin dans le monde et qu'on voit apparaître évidemment des croissances importantes, notamment en Chine, mais aussi sur d'autres zones du monde, notamment en Asie ou en Afrique. L'objectif, c'est d'imaginer quelle sera la consommation mondiale de demain et comment elle évolue. Aujourd'hui, 50% du vin consommé dans le monde est consommé par 5 pays que vous avez représentés ici, la France avec 12%, l'Allemagne avec 9%, l'Italie avec 9%, les États-Unis avec 12% et la Chine avec 7%. Ces 5 pays pèsent 50% de la production mondiale, de la consommation mondiale. On a donc tout intérêt à porter un regard un petit peu particulier, évidemment, d'autant que, vous l'avez constaté, l'évolution de la consommation dans ces pays est très différente. L'évolution en Europe continentale est à la baisse, alors que, globalement, les États-Unis et la Chine progressent de façon significative. Elles progressent comment? Elles progressent avec une perspective de croissance qui reste très positive. Ce sont des chiffres qui seront présentés à Vinexpo cette année, au mois de juin, par l'IWSR sur l'Institut de recherche de la consommation du vin dans le monde, et qui, sur une analyse prospective, tente d'essayer de chiffrer l'évolution de la consommation mondiale. Ce qu'on peut constater, c'est qu'à l'horizon 2018, le marché américain aura progressé de plus de 11% sur les 4 prochaines années, que le marché français, même s'il connaît une décroissance qui se ralentit, continuera à décroître, enfin que le marché allemand sera très stable, que le marché italien sera, lui, plus marqué par une décroissance un peu plus forte, ce qui est le cas d'ailleurs depuis quelques années par rapport à la France, et que, évidemment, la Chine connaîtra une croissance très significative sur les 4 prochaines années. Ce qu'il est intéressant de constater, que vous avez ici le top 5 des consommateurs mondiaux, et que, évidemment, l'évolution est très différente d'un marché et d'un secteur à l'autre. On peut déjà d'ailleurs remarquer que la Chine est le premier pays consommateur de vin rouge dans le monde aujourd'hui, et qu'elle a détrôné l'Espagne, la France ou l'Italie. Alors, quelles sont les tendances de consommation? Quelles sont les tendances en termes de produits de consommation aujourd'hui dans notre environnement? Évidemment, on parle beaucoup de vins rosés. On constate toujours l'émergence et la progression des vins effervescents, quelle que soit leur origine, qu'elle soit d'origine méthode traditionnelle, plus communément appelée méthode champenoise, mais aussi sur des vins effervescents de type plus facile, comme des cuves closes, ou des vins dans lesquels on rajoute du gaz carbonique, donc par carbonication. Donc tout type de vin effervescent aujourd'hui progresse sur le marché, avec une concurrence internationale très forte, notamment européenne, qui vient d'Espagne et d'Italie. Des vins à petit degré, on voit émerger aussi dans le même tempo que ce qu'on peut constater sur des tendances environnementales. Nous sommes soumis à une forte contrainte de santé publique, notamment en Europe du Nord, dans les pays scandinaves, où d'ores et déjà, ou par différenciation de taxes fiscales, ou par différenciation d'attitudes de comportement de boisson, on a une demande croissante sur des vins à petit degré. Et donc, sans doute, on sera amené à réfléchir sur comment produire, élaborer des vins à petit degré qui restent colorés, fruités, souples, qui ont les mêmes caractéristiques que les vins que vous produisez et qui sont plutôt, en règle générale, surtout dans la région, à des degrés plus élevés que la moyenne.
Les BABV, les boissons aromatisées à base de vin. Je suis désolé, je vais dire que des gros mots devant vous ce matin. BABV, boissons aromatisées à base de vin, qui est une tendance forte que l'on rencontre principalement aujourd'hui sur le marché européen, sur des marchés européens forts, notamment allemands, mais aussi le marché européen de proximité, que ce soit en Belgique, Luxembourg, le marché français évidemment avec le fameux rosé pamplemousse. Il y en a d'autres. Et il y a d'autres marchés très importants, en forte croissance, notamment le marché allemand, qui progresse de façon très significative sur ces boissons aromatisées et qui touchent de nouveaux consommateurs, que ce soit les femmes, que ce soit les jeunes. Et c'est ce dont on a besoin pour demain. Des suites Red Blend, encore un gros mot. Oui, une explosion sur les marchés nord-américains, notamment de ces assemblages de vins rouges sucrés. Quand je dis sucrés, c'est-à-dire ce sont des vins rouges qui ont entre 30 et 40 grammes de sucre résiduel, qui sont très colorés, très concentrés, très structurés, beaucoup de bois, mais aussi beaucoup de sucre. Il y a de très très gros succès sur le marché nord-américain sur ce type de produit. Je prends des marques fortes, vous prenez par exemple Apotique, Ménage à Trois, allez voir ce type de produit, déguster ce type de produit, c'est une tendance ancrée aujourd'hui sur le marché nord-américain. Et puis évidemment, une tendance que l'on retrouve principalement là sur le marché français, à savoir l'émergence, bien sûr, des vins bio, des vins naturels, ou de plutôt tendance fair trade que l'on peut rencontrer sur les marchés internationaux. L'évolution de notre environnement aussi, ce n'est pas qu'en termes de produits, mais aussi en termes de consommation et de mode de consommation. La consommation qui se fait de plus en plus en vin au verre, qui va changer notre appréhension, notre mode de distribution. La premiumisation des bagging box, encore un gros mot, donc ces boîtes qui servent à faire une distribution de vin le plus consensuel possible, le plus accessible possible. Une tendance sur les vins ice. Les champagnes ont lancé la mode, notamment pour les jeunes dans les discothèques. Consommation moderne de vin avec glaçons. Rosé piscine pour ceux qui connaissent, ou JP Chenet Ice pour ceux qui le pratiquent. Voilà ce type de produits qui connaissent une forte croissance ces dernières années, depuis environ 2 ans. La simplification de l'étiquetage, les nouveaux packaging, le nouveau bouchage. On parle beaucoup de nouveaux modes de bouchage, nouveau packaging avec là aussi de nouveaux contenants, nouveaux formats de contenants, l'évolution des 25 centilitres. Il y a une forte croissance sur le marché français des petits contenants, des 25 centilitres, qui permet à toucher des consommateurs qui, n'ont pas forcément aujourd'hui les moyens de s'acheter une bouteille de vin et qui veulent continuer à consommer de façon régulière et qui prennent, comme ça, au fur et à mesure, des bouteilles de petits contenants pour une consommation plus régulière. Évidemment, l'e-business qui est en train d'exploser, même sur le marché du vin. On imagine qu'à terme, 15 à 20% du marché du vin se fera par Internet. Et évidemment, un développement des échanges internationaux, notamment de vin en vrac, avec un conditionnement de plus en plus proche des marchés. C'est le cas notamment en Angleterre. Je ne vous ai pas beaucoup parlé du marché anglais, mais les Anglais ont une stratégie aujourd'hui principale, c'est de conditionner les vins, quelle que soit leur origine, sur leur marché, au plus près de leurs consommateurs, sous image ou sous le drapeau de l'environnement. Il y a évidemment des enjeux économiques et bien sûr des enjeux de personnes, de maintenir l'emploi dans ces pays. Alors pour faire face à ces enjeux, quelques idées fortes, il y en a plusieurs, je pense que vous aurez forcément l'occasion d'évoquer plusieurs sujets après mon intervention. Évidemment l'amélioration de notre productivité, pour faire face à ce nouveau marché, quand on parle de vin rosé, de vin effervescent, de vin facile, de vin accessible, de boissons aromatisées à base de vin, évidemment, est-ce qu'on veut exister sur ce type de marché? Il faudra évidemment avoir une productivité qui est différente de celle qu'on connaît aujourd'hui, avec sans doute de nouveaux modes de conduite. Je ne suis pas un expert, vous avez beaucoup d'experts autour de cette table et parmi vous qui pourront apporter un jugement. De nouvelles pratiques viticoles, évidemment, une notion de durabilité. On est dans un environnement qui se doit d'être durable, donc de nouvelles pratiques viticoles. On parle beaucoup de produits, et vous avez beaucoup parlé de produits phytosanitaires. Il est évident que c'est un des enjeux majeurs de la prochaine génération. De nouvelles variétés, de nouveaux cépages, on en parle beaucoup, de plus en plus. Je vous invite d'ailleurs à découvrir le travail d'Hervé Hanin,
de Supagro Montpellier, qui présente aujourd'hui une étude qu'il a faite avec Olivier Zerbig sur ce que pourra être demain peut-être un vignoble destiné à pratiquer une dimension industrielle, et puis l'optimisation évidemment de l'utilisation hydrique. Vous allez en parler notamment avec les intervenants suivants sur comment optimiser l'irrigation et optimiser notre production. Juste un petit rappel sur l'évolution des rendements en France depuis 10 ans, qui est assez symptomatique de ce que nous vivons, de l'environnement dans lequel nous débattons aujourd'hui pour perdurer et pour permettre à notre économie viticole d'être plus performante et plus rentable. D'autant que nous sommes face à une augmentation de la complexité de la segmentation. Vous l'avez vu, de nouveaux produits arrivent, différents, qui vont casser les modes de consommation. Quand on parle de boissons aromatisées, quand on parle de vin à petit degré, quand on parle de... On est très loin de segmentation classique, traditionnelle que nous connaissons. Notre segmentation française, la segmentation pyramidale, AOP, IGP, Vin de France, où allons mettre aujourd'hui sur un marché, dans un linéaire, cette segmentation face à une concurrence mondiale qui a une approche qui est très différente, qui est très multicritère, qui est beaucoup plus variable, avec évidemment une catégorisation qui est très différente de la nôtre. Un exemple symptomatique, c'est le marché américain. Je passe beaucoup de temps sur le marché américain. J'ai passé beaucoup de temps ces derniers mois sur le marché américain. J'ai fait beaucoup de benchmarks. J'ai essayé de comprendre le marché américain qui est en pleine évolution, en pleine révolution, et sur lequel la part de marché des vins français aujourd'hui est de 9%. 9%, c'est pas beaucoup sur un linéaire qui fait plusieurs dizaines de mètres. Et quand vous voyez que quand ce linéaire fait plusieurs dizaines de mètres, il reste 1 mètre pour les vins français sur lesquels vous devez caser l'ensemble de la viticulture française avec toute sa complexité. Forcément, ça vous interpelle et ça vous dit comment peut-on ressortir, comment peut-on être visible demain sur ce type de marché. Cette complexité de la segmentation de l'offre internationale, de nos concurrents internationaux, il faudra l'optimiser, essayer de l'améliorer par sans doute beaucoup de réponses. On n'a pas toutes les réponses. Il n'y a pas une réponse au marché, il y en a de multiples. Il faut sans doute incontestablement travailler sur l'amont et optimiser le potentiel viticole par une segmentation adaptée, par des outils d'aide à la décision, par faire les choix pertinents sur le potentiel viticole par zone dédiée. Une segmentation aval aussi, évidemment, à savoir, quand je dis segmentation aval, c'est l'optimisation des potentiels après récolte ou au moment de la récolte, plus exactement, à savoir comment on peut optimiser ces différents apports, ces récoltes contractuelles que nous avons un peu partout en Europe et particulièrement en France, pour être présent, pour répondre aux besoins du marché et apporter ces réponses qui nous font défaut aujourd'hui. Évidemment, il faudra lancer de nouveaux produits et services innovants, faire face aux grandes tendances sociétales de consommation. Je vous l'ai remise pour info. Le consommateur aujourd'hui est beaucoup plus malin, il arbitre lui-même beaucoup plus qu'avant. C'est une société qui est hybride, qui a besoin de partager, qu'il y a un vrai besoin de sens, un besoin de bonheur, d'hédonisme, de se faire plaisir, une notion de plaisir immédiat. Aujourd'hui, on perd évidemment cette culture d'acheter du vin, de le mettre en cave et de le consommer dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, sauf pour la date de naissance de ses enfants. On est dans la consommation immédiate, on est dans cette génération zapping, c'est-à-dire qu'on veut consommer maintenant, prendre du plaisir tout de suite. Il faut qu'on se mette dans cette culture-là pour le monde du vin, et je sais que c'est très compliqué, mais je vous avais prévenu, je vous dirai beaucoup de gros mots aujourd'hui. Identifier évidemment les demandes et les attentes potentielles des marchés, elles sont multiples, elles sont très nombreuses. Éduquer nos jeunes à la consommation, éduquer et consommer responsable, c'est un de nos enjeux majeurs. N'ayons pas peur de se battre pour que nous consommions du vin de façon intelligente. Nous avons une pression très forte de la DG Sanco, enfin des organismes de santé publique. Nous avons une pression très forte de l'Organisme mondial de la santé sur les résultats de la filière qui sont catastrophiques. Nous communiquons très très mal sur oui, nous éduquons les jeunes, oui, nous sommes des consommateurs responsables. Encore une fois, c'est un des enjeux majeurs pour la filière sur les 5, 10, 15 ans à venir. N'ayons pas peur de l'afficher. Et puis je vous ai donné juste comme tendance quelques
Quelques réflexions, puisque on parle beaucoup de la gastronomie française, qui vient d'être classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. L'Argentine et l'Espagne a classé le vin comme patrimoine culturel de leur pays. Grand silence, oui, je sais. Engouement pour cuisiner, pour toutes ces émissions gastronomiques que vous voyez à la télé, Top Chef, Master Chef. On ne parle jamais de vin, on ne parle jamais de sommellerie. C'est tabou, il faut le cacher. On fait une recette au vin jaune, il ne faut surtout pas qu'on voit la bouteille. On n'a pas le droit de l'évoquer. Pourquoi nous ne nous battons pas pour ces valeurs aussi? Quand on voit l'engouement, 70% des Français ont envie de cuisiner. C'est extraordinaire. Pourquoi ces Français qui ont envie de cuisiner n'ont pas aussi envie de boire du vin? Et puis le no-tourisme. La France, pays le plus visité au monde, on a encore beaucoup de boulot. Voilà, donc peut-être rendez-vous en terre inconnue, dans les Hautes-Corbières. Merci de votre attention en tout cas, et bonne fin de journée. Merci. Merci, monsieur.